aujourd'hui, nous allons faire une interview de Romain Lemaire qui publie Everdark chez Pika. Donc, commence par te présenter. Moi, c'est Romain Lemaire. J'ai été assistant sur Dreamland pendant 8 ans, du tome 1 au tome 15. Et après, j'ai fait une série qui s'appelle Everdark chez Pika Édition, qui est sortie du coup le volume 1 en juin 2018. Donc voilà, je fête aujourd'hui les 6 ans de la série et je bosse maintenant sur le tome 8, le prochain. Voilà. Alors la série est très intéressante, fonctionne bien, on est au tome 7. Donc tu dis que tu bosses sur le tome 8. Est-ce qu'il y a déjà une deadline de fin de cette série ou est-ce que tu finis un arc et on voit si ça marche? Alors moi, Everdark, le premier arc, il est prévu en 10 tomes chez Pika. Et moi j'ai tout écrit de toute façon. Dans Everdark, il y a 3 gros arcs. Donc déjà on va finir le 1. Quand le 1 sera terminé, une dizaine de tomes, ça me laisse quand même déjà pas mal d'années de taf encore. Donc après, petite pause peut-être pour bosser sur plein d'autres projets. Mais déjà voilà, premier arc c'est 10 tomes chez Pika Édition. Et si après ils sont chauds pour la suite, moi tout est prêt quoi. Donc tu viens de nous expliquer que ton premier arc se terminera en 10 tomes. Mais pour revenir un petit peu à la genèse, pourquoi avoir choisi Pika Édition pour t'accompagner dans ce projet? Après, à l'époque, quand mon dossier éditorial était prêt, je suis monté sur Paris, je suis allé voir tous les éditeurs. Même si je bossais sur Dreamland et que je connaissais déjà Pika, je voulais quand même avoir le retour d'autres éditeurs, savoir ce qu'ils pensaient de mon dossier et tout. Donc j'ai vu qui à l'époque, il y avait Kazé, il y avait Dargo, Glénat, Pika, enfin tout ce qui était sur Paris, ceux qui étaient dans le nord ou en Belgique, j'avais envoyé des mails tout simplement. Et à la fin, les 2 contrats les plus sérieux, c'était Glénat et Pika quoi. Et ça a été, le choix a vraiment été très 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 dur. Ça n'a pas été de soi d'aller chez Pika, mais après voilà, j'ai quand même fini par trancher et je suis resté chez Pika. Après voilà, le cousin y était aussi. Et c'est vrai que le fait de faire des tournées ensemble, des dédicaces ensemble, côté famille aussi, il joue aussi. Mais voilà, je regrette pas mon choix, il n'y a pas de souci. Et là, je continue de kiffer aujourd'hui avec les gens. Il y a eu beaucoup de monde hier à Japan, j'ai fini jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture. Et on espère que jusqu'à dimanche, ça sera la même chose quoi. Ouais. Alors, tu nous expliques que tu as commencé comme assistant sur Dreamland. Ouais. Et pourtant, ton dessin est carrément pas du tout style de dessin de Dreamland. Ouais. Comment est-ce que justement tu as pu t'adapter à ce changement, à vraiment mettre ton style, ton propre dessin et pas continuer ce que tu faisais un petit peu sur Dreamland en fait? En fait c'est très étrange parce qu'il y a vraiment un ratio de 50-50. Il y a plein de gens qui me disent qu'Everdark leur fait penser à Dreamland et des gens comme toi qui me disent que le style est différent. Donc j'avoue, ça me fait rire et je sais pas trop du coup comment le prendre. Alors je pense que quand on bosse 8 ans sur une série, le cerveau il intègre quand même certains trucs, donc peut-être qu'inconsciemment dans mes storyboards ou quoi, certains trucs, il y a des trucs, peut-être certains éléments où les lecteurs me disent ça me fait penser à Dreamland, c'est une possibilité, il n'y a pas de souci. Mais après moi mon style quand même, avant que je bosse sur Everdark, j'avais un style plus réaliste que ça, je dirais pas jusqu'à un style comics, mais quand on fait du 200 pages en fait, il faut tenir un planning, un rythme, trouver un style de dessin qui nous plaise, où on se fait plaisir, mais quand même il faut essayer de ne pas faire trop de gâchis dans le trait, aller à l'essentiel. Donc j'ai un peu plus épuré, stylisé mon trait comparé à ce qu'il était à l'époque. Mais après, si les gens ont un ressenti par rapport à Dreamland, moi je l'accepte volontiers, parce que j'ai bossé dessus pendant très longtemps quoi. Voilà. Et par rapport à tout ça, quelles ont été finalement tes inspirations pour la création de ton œuvre? Alors moi les inspirations, on va dire les grosses thématiques d'Everdark viennent plus de la littérature fantastique plutôt que des mangas que j'ai lus. Moi je suis fan de Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King. Moi j'aime bien les œuvres qui me font voyager. Et chez Stephen King il y a La Tour Sombre, en plus je sais plus combien de tomes il y a, mais je l'ai lu il y a longtemps et franchement ça m'avait fait voyager. L'univers il est incroyable et vraiment ça m'avait marqué à l'époque. Et après en manga c'était un dessin animé qui s'appelle Galaxy Express, fait par Leiji Matsumoto. Je le regardais au Club Dorothée et là pareil, on prend un train de l'espace, on voyage de planète en planète, donc c'est des règles, des codes différents à chaque épisode et je trouvais ça dingue. Donc moi tout ce qui m'attire vraiment c'est les œuvres qui me font voyager. Et le manga on va dire m'a plus inspiré, Toriyama par exemple, lui c'est un génie en narration, en découpage, en rythme. Donc lui en général même ceux qui font de la BD franco-belge et tout, Toriyama c'est un petit peu, il fait l'unanimité en termes de narration, de découpage, il est vraiment très fort.
En plus, c'est un génie de l'impro. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie de Toriyama, c'est monsieur, comment il s'appelle, son ancien directeur éditorial qui est devenu patron du Jump et maintenant je sais plus ce qu'il fait. Enfin bref, le mec a décelé chez lui ce génie de l'impro. Donc vraiment, lui, il m'a beaucoup inspiré pour l'aspect technique, on va dire, de la narration. Après, en ancrage, moi j'aime bien tout ce qui est les ancrages très très poussés. Donc les Kentaro Miura, tout ça, l'aspect contemplatif du dessin, moi j'adore. Et puis aussi, j'ai vieilli. Quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal de shonen et aujourd'hui, j'en lis quasiment plus. Même aujourd'hui, si Everdark est marketé comme un shonen, pour moi j'écris juste mon histoire et c'est aux gens à me dire à quoi ça leur fait penser. Alors c'est sûr que si on regarde mes couves, elles sont colorées et tout, on va dire une impression que ça va être un petit truc d'aventure pour les jeunes, mais moi plus l'écriture, on va dire, plus on avance dans l'histoire, plus Everdark quand même ça reste de la dark fantasy avec des thèmes assez matures, mais c'est une œuvre qui grandit avec son lectorat. Donc au début, le niveau de lecture est accessible, mais plus on va avancer dans l'histoire et plus voilà, on traitera de sujets un petit peu plus sérieux quoi. Tu viens de nous dire à l'instant que Everdark avait été un peu marketé comme un shonen. J'ai eu aussi ce ressenti à sa sortie. Ouais. La vraie question est, étant donné que sur l'aspect réel, quand on commence à découvrir l'œuvre, l'univers et le style graphique, on se rend bien compte qu'on tend vers le seinen, comme tu l'expliquais juste après. Est-ce que tu penses que si Everdark sortait aujourd'hui, il ne serait pas marketé différemment, vu que la création française a un peu évolué et les styles ont commencé à s'ouvrir? C'est une possibilité, hein. Ouais. Après c'était en 2000, à l'époque quand j'avais signé le contrat, c'était il y a longtemps, c'était en 2014. Donc nous on s'était mis d'accord sur ça, sur le parti pris qui était le mien. Parce que c'est vrai que si tu regardes Everdark aujourd'hui, que tu lis le premier tome, ça correspond pas du tout à un shonen japonais. Hein. Nier il est déjà aguerri, il partage pas d'infos, on va dire il peut être assez frustrant pour un lecteur de shonen lambda parce que c'est pas à travers ses yeux que tu vas découvrir l'univers. C'est pour ça que j'ai créé un autre perso avec qui l'équilibre se fait, qui lui est plus avenant, Milo. Mais du coup c'est vrai que moi l'écriture d'Everdark, on va dire, le parti pris il demande limite des efforts au lecteur pour voir les petites subtilités. Alors bien sûr il y a une narration, un niveau de lecture, une narration principale où mes jeunes lecteurs qui ont entre 8 et 12 ans, ils voient juste un mec badass qui est Nier, qui se frite contre un empire, qui veut utiliser une énergie un petit peu dangereuse. Mais ceux qui ont un bagage, qui connaissent un petit peu, voilà, qui ont des références en jeux vidéo, en littérature et tout, ils vont avoir certaines clés de compréhension qu'aura pas le lecteur, un jeune lecteur quoi. Mais c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup les jeux vidéo genre RPG occidentaux et japonais. Et chez moi j'ai gavé de hardbook. Donc tout ça, ça te plonge dans un univers et tout. Et moi c'est vrai qu'Everdark, il demande, comme dans les Dark Souls par exemple, où pour comprendre la narration, il faut lire les descriptions d'objets, ça demande de creuser un petit peu et d'aller chercher l'info quoi. Et ça c'est un parti pris en tant que première œuvre qui peut être risqué. Parce qu'en général les lecteurs, on va dire de manga lambda, ils aiment bien être pris par la main et tout machin, ce que je peux comprendre. Hein. Mais moi je voulais pas faire ça parce que je trouve que les japonais le font excellemment bien. Et je voulais pas faire pareil en fait. Donc moi j'ai mon parti pris, les gens accrochent ou accrochent pas. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire et je regrette pas mes choix. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de créations françaises qui pullulent un peu partout. Et ils essayent tous de faire des petits goodies, des petits machins, des petits trucs en relation avec leur manga. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà ce genre d'idée ou est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Ah, des goodies ouais, là, en ce moment, je l'ai vu juste avant de venir vous voir. Il y a le stand de Ketei Arts. Et là, je vais travailler avec eux, oui, pour faire des produits dérivés d'Everdark. Donc bon là je dis pas encore parce que je le laisse faire la surprise ou dérouler ça comme il le veut. Mais oui, moi je suis fan de tout ce qui est petits goodies. Moi voilà, les potos qui font du manga, ils ont toujours des petits goodies, des shikishi. Moi j'adore les shikishi. Donc les repros, les sérigraphies, moi j'en fais aussi sur le stand. Donc voilà, là pour Japan, ceux qui viennent me voir, les courageux qui ont réussi à venir jusqu'ici, je leur offre une petite sérigraphie, ça fait toujours plaisir. Mais moi je suis fan, oui, de tous ces petits goodies et tout, produits dérivés. Donc si j'ai la possibilité d'en faire, et là c'est le cas avec Ketei, clairement j'y vais direct quoi. Là tu sors avec ton cousin d'un grand voyage. Vous avez été dans énormément d'endroits pour pouvoir dédicacer la sortie. Est-ce que c'est pas crevant de faire ce genre de choses? En fait, Renaud depuis plus longtemps que moi du coup, mais j'avais commencé déjà à dédicacer avec lui sur Dreamland quand j'étais assistant. À partir de 2006 après, c'était pas un rythme aussi soutenu qu'aujourd'hui avec ma série, mais j'avais commencé à mettre un doigt de pied dans les dédicaces et crescendo, après j'en sais de plus en plus. Et le cerveau s'habitue en fait. Moi il n'y a plus aucune dédicace, tu vois, où je suis stressé, où j'y vais vraiment pour les gens, pour profiter. Et la Japan, ça tombe chaque année, on sait les dates à peu près. Pour moi maintenant, je vais pas dire que c'est devenu, on va dire, une routine où j'y vais les mains dans les poches, tu vois, parce que je sais que je vais cravacher, qu'il y a du monde, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais pourquoi je viens.
Et non, la fatigue elle vient après. Mais vraiment je somatise pas, j'y vais vraiment avec plaisir et j'espère qu'il y aura du monde parce que je viens vraiment pour charbonner. Mais par contre la tournée, là on va dire que c'est un rythme beaucoup plus... même si il y a moins de gens qu'une Japan, vu qu'on fait un jour une ville, et en plus on est allé en voiture, donc bah ouais, tous les jours c'était un hôtel différent, on se levait assez tôt, il fallait être à l'heure, on faisait fast-food tous les jours parce que bah ouais, on était toujours limite d'être en retard, donc on mangeait trop mal et tout machin, mais on était toujours speed. Donc on va dire que le rythme d'une tournée de dédicace libraire, c'est plus speed et ça demande d'être beaucoup plus... parce que là on se gère nous en fait. Là sur une Japan, il y a Pika qui sont petits oignons pour nous, qui sont derrière, qui assurent et tout. Quand on part en tournée, c'est en mode YOLO et voilà, on essaie d'aviser parce que des fois il y a des petits imprévus. Mais là clairement la tournée qu'on a fait en plus c'était une semaine avant Japan. C'était genre 8 jours, on a fait 8 librairies. Et clairement oui c'était physique. Surtout qu'en plus moi au début j'étais très malade. Donc les 2 premiers jours j'étais en PLS total. Et j'ai dû aller vite en pharmacie me requinquer. Mais après ça va, j'ai vite récupéré. Mais c'est vrai qu'après on se disait, ah ouais là je rentre de tournée, je suis quand même bien crevé. Dans une semaine il y a la Japan. Bon j'étais au courant. Mais voilà, on va faire ce qu'il faut pour se reposer, pour être prêt quoi. Mais non, maintenant ça va, c'est rentré dans mes habitudes. Et les dédicaces, maintenant j'essaie d'en prendre, on va dire, assez pour faire quand même ma com, mais pas trop non plus pour que je puisse avancer sur mon tome. Parce que quand tu vas en dédicace, c'est des heures de taf où bah ouais, tu taffes pas en fait. C'est des heures où tu fais péter. Donc dans le planning, il faut essayer d'ajuster ça au mieux pour que bah voilà, tu rencontres ton lectorat, tu partages, tu fasses ta com. Mais que derrière, quand tu rentres chez toi, bah, tu cravaches pour être dans les clous pour les rendus de tes pages quoi, tout simplement. Au-delà de la partie com en fait qui est clairement omniprésent lors des séances de dédicace, c'est presque un impératif pour un auteur de création française aujourd'hui. Est-ce que du coup, être au plus près de ses lecteurs, d'avoir eu l'occasion de recevoir des retours, t'ont permis à toi peut-être de penser différemment certains passages ou aspects de ton œuvre? Ou à l'inverse, est-ce que tu as essayé plutôt de rester droit et pas te laisser influencer par les échanges que tu aurais pu avoir avec eux? Moi, je sais qu'au Japon, il y a des rumeurs comme quoi ça se fait que en fonction de voilà des goûts des lecteurs, des critiques et tout, on peut changer certaines choses par rapport à une œuvre. Mais moi en tout cas, c'est pas ma vision. Je propose une histoire. Quand on fait ce métier, en fait, faut accepter on va pas plaire à tout le monde et accepter la critique. Si on n'est pas prêt à ça, franchement, on va se prendre la tête tout le temps en fait. Et c'est pas le but. Moi je suis quelqu'un de plutôt détendu par rapport à ça. Et d'ailleurs je demande à mes lecteurs, même ceux qui sont très dithyrambiques sur l'œuvre, et je dis là par exemple tome 7, il y a des trucs que tu as compris, pas compris, aimé, pas aimé. Et moi du moment que la critique est constructive, j'intègre. Après est-ce que les critiques que je vais recevoir, et honnêtement pour l'instant le tome 7 j'en ai vraiment reçu aucune, mais s'il y en a, est-ce que ça va influencer l'écriture du tome 8 et du 9? Je pense pas parce que j'ai déjà tout écrit, c'est déjà lancé. Et je pense que si je devais changer des gros trucs, ça serait pas naturel, ça se verrait dans la narration quoi. Donc non, l'arc 1 est déjà écrit. Mes grands jalons sont posés, je pense pas. À la limite sur certains, on va dire, il y a une marge d'impro sur des petites scènes. Et si par exemple il y a un truc qu'un lecteur m'a fait délirer ou quoi, ça va être une petite anecdote, c'est limite sur une case et tout. Mais jamais ça prendra le pas sur une narration ou une scène quoi, tu vois, en complète. Donc non, je m'écoute moi. Si ça plaît ou ça plaît pas, au moins ça sera mes choix et voilà, je vais aller jusqu'au bout de moi-même avec mon œuvre et puis voilà. Mais c'est pas pour ça que je n'écoute pas le retour des lecteurs, au contraire, et je les invite à ce qu'ils ont aimé ou pas aimé, on en parle de manière détendue, il n'y a aucun souci là-dessus hein. Tu es un mangaka expérimenté. À quoi ressemblent tes journées de travail? Les journées, on va dire tous ceux qui s'attaquent au format de 200 pages, ils savent dans quoi ils mettent les pieds hein. Ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Là tu pourras, je sais pas si tu auras le temps d'interviewer les autres poteaux, mais le format de 100 pages est très exigeant physiquement, mentalement. Voilà. Tous les auteurs qui vont commencer, on va dire, même si certains peuvent avoir un peu une aide de certaines personnes pour aller plus vite au début pour démarrer, en général on est seul, on n'a pas d'assistant. C'est pas comme au Japon, là-bas c'est géré comme une industrie. Nous voilà, on va commencer, on sera tout seul, on va prendre de l'avance sur les 3 premiers tomes, comme ça quand le tome 1 va sortir, le 2 et le 3 vont suivre assez vite. Mais cette avance, si on n'a pas d'assistant, à terme on est voué à la perdre. Donc tu regardes aujourd'hui ceux qui ont dépassé les 3 tomes, en général il faut 1 an d'attente pour avoir le tome. Sauf après pour les grosses locomotives, Tony je sais pas s'il continuera d'assistant, mais voilà les Radiant, maintenant avant je sais qu'il arrivait à sortir des tomes très très vite, mais là le dernier je crois qu'il y a un peu d'attente. Donc nous on fait au mieux quoi qu'il arrive, mais il faut aussi qu'on fasse attention à notre santé. Donc on fait au mieux pour le lecteur, mais les journées c'est entre 10 et 15 heures pour ma part
de dessins sur mes planches ou sur les projets autour d'Everdark. Il y a d'autres auteurs, c'est différent. Je sais que Tipeee, elle avait posté sur les réseaux sociaux, c'était 9 heures de taf, elle, ce qui est déjà beaucoup par jour. Donc après, chacun gère son planning. Mais le tout, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'à la fin d'une journée, je sois frustré et de me dire, là, putain, j'ai pas optimisé. Et j'ai l'impression de pas avoir beaucoup taffé et de pas avoir optimisé ma journée de taf. Ça, c'est frustrant, parce que les jours passent très vite. Le planning, on est rarement en avance pour tous ceux qui sont sur le format 200 pages. Donc les journées de taf, elles sont chargées, elles sont physiques, même si on a l'impression de dire ils sont tout le temps assis, c'est pas genre un travail ultra physique. En fait si, on se rend pas compte, mais laisse tomber, il faut toujours, ça demande tellement, on sent à la fin de la journée, on sent vraiment qu'on est rincé. Le cerveau travaille beaucoup aussi, il faut faire des pauses, il faut s'étirer et tout, parce que moi j'ai la chance d'avoir une bonne génétique, j'ai jamais trop mal au dos ou quoi. Le seul mal de dos que je me tape, c'est ma faute en faisant des trucs qui ont rien à voir avec la BD. Mais sinon, c'est vraiment, il faut avoir la flamme et ça vient des tripes. Quand on travaille sur du 200 pages, quand on a un rythme à tenir, quand on a une attente des lecteurs, là, une fois qu'on est lancé, on est dans le train et il s'arrête jamais en fait. Il s'arrête jamais. S'il y en a qui ont la chance de prendre des vacances, tant mieux pour eux. Mais moi, les vacances, je sais plus ce que ça veut dire quoi. Je prends des pauses, ça y a pas de souci. Mais je suis jamais genre parti voyager pendant 2 semaines, tranquillou, non. Et j'en ai pas forcément l'envie aussi. Donc c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Moi maintenant je fais attention à ma santé. Voilà, je fais plus attention à ma santé qu'avant. Les nuits blanches, quand il faut en faire, j'en fais. Mais je suis plus comme à la sortie d'Everdark où il fallait charbonner à fond pour que les 3 premiers sortent vite, où là vraiment j'ai tiré sur la corde. Maintenant je fais un peu plus attention à ma santé. Voilà. Parce que si on est en PLS et qu'on finit à l'hosto, c'est pas le but. La série va être en pause pendant longtemps et c'est pas le but du tout. Donc il faut écouter son corps et des fois il nous envoie des signaux. Là fais attention, donc faut l'écouter. Mais les journées sont très chargées quoi. Pour tous les poteaux c'est la même chose quoi. Alors, bon, nous on connaît, il y a déjà une grosse fanbase, mais il y a des gens qui connaissent pas encore. Ah oui, c'est normal. Donc tu vas nous pitcher le Everdark pour leur donner envie de l'acheter. Ok, Everdark du coup ça se passe dans un univers où la Terre est devenue inhabitable. Donc du coup le reste de l'humanité sont sur des archipels artificiels qui s'appellent Ephéméra. Mais elles sont vouées à s'effondrer. Donc du coup ils n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher des terres habitables. Parce qu'ils ils sont tous dans la merde en fait. Et donc du coup il y a un empire qui s'appelle Solaris qui lui fait le choix d'utiliser l'énergie des veilleurs. Les veilleurs sont d'anciennes divinités qui sont pétrifiées dans le décor, avec lequel on arrive à extraire une énergie. Mais cette énergie, le héros, on va dire un des protagonistes s'appelle Nier, juste cette énergie est trop dangereuse pour l'utiliser, pour l'industrialiser entre guillemets, pour aller chercher des terres et aller dans ce qu'on appelle le ciel supérieur. Le ciel supérieur c'est un endroit on va dire un peu mythique, inaccessible pour l'instant, mais dans cette partie du ciel il y aurait des créatures mythiques qu'on appelle séraphim. Et donc du coup le tome 1 part sur ça, part sur Solaris qui aimerait aller dans le ciel supérieur et Nier lui qui s'oppose justement à l'industrialisation de l'énergie des veilleurs. Voilà le pitch quoi. C'est un peu un thème écologique, si on veut, qui quand même fait un parallèle avec justement cette surindustrialisation, l'utilisation de toutes les ressources, etc. Alors moi je vais pas le cacher, bien sûr que dans Everdark on va dire il y a une thématique écologique. Déjà c'est pas dans l'arc 1 que ça sera traité, mais déjà on peut se poser la question de pourquoi la Terre est morte en fait, pourquoi elle n'existe plus. Donc ça sera développé plus tard si j'en ai l'occasion. Mais c'est vrai que Everdark c'est une lutte pour la survie aussi d'une humanité qui est mourante. Donc bien sûr il y a des thématiques sociales, écologiques à terme. Donc je les ai traités à ma façon et ça sera aux lecteurs de me dire leur ressenti par rapport à ça, à quoi ça leur fait penser. S'il y a des parallèles bien sûr avec notre monde à nous. Mais voilà, j'attends le retour des lecteurs à ce sujet-là, ouais. Une question qu'on pose à tous nos auteurs, si tu étais un animal, tu serais quoi? Un animal? Waouh! Compliqué, hein. Parce que moi, les fonds marins me passionnent. Donc une créature marine qui puisse aller très dans au-delà de la fosse des Mariannes, quoi, tu vois. Ou alors, tu vois, l'espace m'intéresse beaucoup. Les séries qui m'intéressent, il y a le voyage dans la galaxie, dans les multivers, tout ça. Galaxy Express, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Donc le tardigrade est un petit... c'est assez minuscule quoi, mais lui peut survivre on va dire dans l'espace, donc ça aussi intéressant. Et aussi le fait de voler, donc ça c'est soit une créature aquatique qui peut vraiment descendre dans les abysses, soit un tardigrade parce que jusqu'à aujourd'hui il n'y a que lui qui peut survivre dans l'espace, peut-être que demain on découvrira d'autres espèces. Ou sinon l'oiseau, le fait de voler tu vois, déjà ça serait un kiff absolu quoi tu vois.
Dans le monde d'Éphéméra, il n'est pas rare de tomber sur les veilleurs. Ces divinités de pierre, aujourd'hui en sommeil, enferment en elles une énergie destructrice prisée par les forces du royaume de Solaris. Conscient du danger des veilleurs, Nier, un jeune guerrier solitaire, se dresse sur leur chemin. Dans sa quête, il croisera de nombreux alliés et ennemis sans jamais se détourner de son but, empêcher qu'une guerre contre le ciel supérieur n'éclate. Everdark, le nouveau manga français de Romain Lemaire, en librairie, Pika Édition.